Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Voilà, Francette, rebonjour. Bonjour. Il y a longtemps. Hein. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, mais enfin, ouais, 15 jours. 15 jours, c'est beaucoup. J'étais en Guyane. Oui, nous on était à Terre de Blues alors. J'ai su ça, il paraît que c'était super. J'ai vraiment des gens très différents. Vous n'êtes jamais venu à Terre de Blues? Pas encore, mais je vais venir. 18e édition, ça fait 18 ans. Mais oui. Bientôt la 20e. Ah, ben pour la 20e, je serai... Oh, la 19e, parce que... 19e, vous êtes sûr? 19e, je fais tout. Avec plaisir, parce que Marie-Galante, c'est une île adorable. Voilà, il paraît que c'était très bien, vraiment des gens très différents. Mendy peut confirmer. Elle a pris un pied, on peut imaginer. Oh là là, Mendy, je ne la reconnaissais plus. La Mendy qu'on voit là, toujours gentille, qui annonce les titres calmement. Alors là, Marie-Galante, c'était autre chose. Ça c'est pas mal ça. On va même dire que... C'est vrai, mais Mendy, c'est vrai. C'est vrai. Vous étiez survolté, passez la musique. C'est le rhum de Marie-Galante. Bon, alors, revenons à notre Guyane. Alors, quel est le climat en Guyane aujourd'hui, Francette? Eh bien, le climat est un peu curieux. C'est-à-dire que d'un côté, il y a encore des mouvements sporadiques. D'ailleurs, hier, il y a eu une manifestation avec des 500 frères et de troupes violences et une arrestation de 6 d'entre eux. Il y a encore le char, donc l'hôpital, c'est pas réglé. Enfin voilà, il y a donc en fait, rien n'est réglé. Ben, pour l'instant, c'est comme le calme après la tempête. C'est-à-dire que c'est après la tempête. Mais à cet instant-là est un peu, par exemple, les gens sont plutôt euphoriques. On a discuté, ils sont contents d'avoir fait ce mouvement parce qu'il y a une espèce de rassemblement comme jamais il y avait eu de l'ensemble des peuples de Guyane. Donc ça c'est bien. Mais on sent maintenant que comme rien ne se passe, ça va commencer à criser. Donc il y a les législatives, il y a un des signataires de l'accord qui se retrouve en élection, soutenu par le maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Donc voilà, on est dans cette espèce de période un peu bizarre. Alors j'ai eu la chance de rencontrer l'ensemble des acteurs de loin intéressés aux négociations et ce qui a été signé. Tout le monde est content. Mais personne n'est vraiment satisfait. Parce qu'il y a un souci, Francette, c'est les 3 milliards. Ben, le nouveau gouvernement n'a encore rien dit là-dessus. N'a encore rien dit. Et puis pour l'instant, il faut déjà que, notamment au niveau des entreprises, parce que là, il y a un plan Corail qui est en préparation, mais il ne sera prêt qu'en septembre. Donc pour l'instant, les entreprises, comme elles ont eu du chiffre d'affaires avec le paiement à 30-60 jours, donc les paiements de janvier-février commencent à arriver. Mais à partir de mars, il y aura un vrai sujet. Donc les banques s'attendent à un vrai tsunami, parce qu'il y aura un certain nombre d'entreprises qui vont se retrouver en difficulté de trésorerie. Il y a des anticipations. L'ensemble des réseaux bancaires disent qu'ils vont jouer le jeu, mais je pense qu'ils ne feront pas de soutien abusif. Donc on s'attend à une grosse vague de licenciements et de fermeture surtout. De fermeture, mais les licenciements économiques ont déjà commencé depuis le mois de mai. Donc voilà, on est dans cette espèce de période d'attente. Il y a Ariane, le CNES qui a rattrapé son retard vu qu'il y a 3 tirs de retard. Ils l'ont rattrapé, mais en même temps, ils voient que leurs clients habituels sont en train de se demander est-ce qu'il n'y a pas un plan B avec des lanceurs chinois, autre part, pour ne pas se retrouver coincés. Donc on est dans cette espèce de moment. Oui, il y a des choses qui ont été signées. Il y a eu une réunion il y a 2 jours entre Rodolphe Alexandre et le pôle économique pour un peu leur dire tout ce qu'il y a. Voilà, on est pour l'instant dans la communication et tout le monde se regarde un peu en se disant quand est-ce que la vague arrive, quoi. Et par ailleurs de ça, que ça peut être remis, entre guillemets, que ça mouvement peut reprendre un ballon. En tout cas, vous savez, les 500 frères, c'était principalement des gens des municipaux. Oui. Donc ils ont tenu jusqu'au l'orée des 45 jours, bon ils ont repris et puis maintenant ils peuvent repartir. Donc c'est un peu comme ça qui s'est passé pour nous. Donc c'est beaucoup de gens qui sont engagés dans des collectivités et qui n'ont pas ces problèmes de salaire immédiat s'ils ne dépassent pas 45 jours. Donc voilà, mais le tissu économique en tout cas a souffert. Les premières estimations sont en train d'être faites. L'IEDOM est très attentif pour pouvoir au moins assurer qu'il y ait des billets de banque dans tous les distributeurs. Parce que si en plus, comme ça s'est produit dans une commune de Grand Sentier où il y a eu des problèmes avec les distributeurs, alors là, ça repart assurément. Donc oui, ça s'est arrêté. Mais ce n'est pas l'élan pour pouvoir se remettre au travail. Parce qu'en fait, ce qui a été signé,
faut se mettre au travail pour le faire sortir, quoi. Les lycées à construire, faut que les projets sortent pour qu'ils puissent être construits. Ils ne vont pas sortir comme ça. Tout, quand on regarde le détail, à part la mise en place de gendarmes, voilà, la sécurité, tout le reste, il faut qu'ils se mettent à bosser pour que ça puisse sortir. Et la là, cité judiciaire, tout ça. Voilà. Et puis surtout qu'il y a des départs de l'encadrement, de l'encadrement au niveau de la CTG, de la collectivité territoriale. Donc, de vrais questionnements sur la capacité de la collectivité à pouvoir sortir. Même une question qui a été évoquée sensiblement pendant la période, c'est la question du statut. Oui, mais attendez, moi je pense qu'il y a que des gens qui ont essayé de se glisser. Avec le soutien de nos mouvements antillais, qui ont essayé de faire ça émerger, mais c'était vers la fin du conflit. Tout à fait. Donc ça qui veut dire qu'il y a déjà une grande dislocation et que ça a été un peu une récupération. Et deuxièmement, on sent bien que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet principal. Non, le sujet principal, c'est de refaire circuler l'argent. Pendant le mois de mai-juin, là, il y a eu un vrai arrêt. Même des grands groupes ont commencé à ne pas payer. Même des filiales de grands groupes, donc c'est pas très sain, demandant des 3-4 fois pour payer des factures. Enfin, voilà. Orange, tout ça. Je ne donnais pas de nom, mais bon, il y en a. Donc vraiment, c'est pas encore. Oui. On se serre les rangs, on se remet au travail pour repartir, alors qu'il y a quelque chose qui a été signé. Donc ça veut dire que le malade est encore fragile. Le malade est fragile, mais c'est surtout, chaque fois je le dis, c'est la qualité des gens qui vont reprendre les rênes. Et dans la partie économique, il y a des gens qui font le job, mais maintenant, il faut sortir les dossiers. Et puis après, au niveau politique, ce qui va sortir des urnes, parce que aussi là-bas, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de gens se révèlent. Donc, qu'est-ce qui va sortir? Et puis après, comment on se met à travailler ensemble, quoi. C'est ça le plus grand challenge, je pense. Vous y retournez dans combien de jours? Sans doute à la fin du mois. À la fin du mois. Donc voilà. on reviendra encore. Oui, parce que je pense que les choses ne sont pas stabilisées. Elles sont encore en devenir. Et tout le monde regarde ça avec... avec un peu d'inquiétude. Beaucoup de points d'interrogation. Un peu d'inquiétude, oui. Lancement de la réforme du Code du travail, nouveau gouvernement s'était engagé là-dessus. Voilà, donc vous avez entendu Philippe Édouard, le Premier ministre, ainsi que Muriel Pénicaud, il faut qu'on s'habitue à son nom, la ministre du Travail, ont annoncé ça il y a 2 jours, en disant que voilà, notre feuille de route, 48 séances de rencontres, 6 séances par syndicat, on commence le 20 et on finit fin septembre, et entre-temps on passe les ordonnances pour pouvoir faire que... On a même l'impression qu'il veut aller plus loin que ce qui a été prévu. Oui, et puis surtout ce qui est un peu malsain dans le climat, c'est qu'il y a beaucoup de fuites, vous les avez entendues comme moi ces derniers jours, donc indemnité de licenciement plafonnée, rassemblement en une seule entité de l'ensemble des représentations du personnel, enfin bref, il y a quand même des interrogations, et puis surtout le fait que les accords d'entreprise vont être supérieurs aux accords de branche, et on a même entendu le président de la CPME dire attention, il n'est pas question non plus de déstabiliser un secteur et de faire tout et n'importe quoi. En fait, ça va plus loin que El Khomri finalement. C'est-à-dire, bon... On a du mal à l'entendre, parce que derrière, ça c'est une chose, la réforme du Code du travail. Mais il a annoncé encore 3 autres grosses réformes, c'est-à-dire l'assurance chômage, la formation professionnelle, encore une réforme de la formation professionnelle. On en a une il y a 2 ans, et puis la retraite. Donc ce qui veut dire que c'est vraiment, on est devant un gros tuyau de réformes, et des réformes où visiblement le président veut aller vite et puis veut passer. Les ordonnances, ça va être entre ça. Il fait de la négo, mais il faut que les gens comprennent. Et puis, il faut écouter, je pense, ce qui est dit et de la manière que c'est dit. Par exemple, quand je vois que la nouvelle ministre, Mme Muriel Pénicaud, il faut qu'on entende son nom, dit nous voulons simplifier le dialogue économique et social. Oui. Donc, quand vous mettez économique avant social, ça veut dire quelque chose. Oui. Bon, il n'y a pas à apporter un jugement émotionnel. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là et jusqu'où et puis comment? Et c'est en ça que les partenaires sociaux... On n'a pas encore la réaction réelle des syndicats, parce qu'on est à la veille des vacances. En France, à la veille de l'été. Attendez, ça commence le 20. Oui. Les négociations commencent le 20 juin. Justement, donc, il n'y aura pas de vacances, quoi. Oui, et s'ils pensent partir en vacances, ils vont se retrouver en septembre avec un truc qu'ils n'auront pas négocié. Voilà. Et ça, je pense qu'il n'est pas le temps de...
alors, il y a entre-temps, il y a, on peut le dire, le point de rencontre de l'Assemblée nationale en France, c'est-à-dire les législatives. Aura-t-il ou non la majorité à l'Assemblée pour pouvoir faire passer un certain nombre de choses? Parce que jusqu'ici, vous avez entendu le sondage qui donnait vraiment une large majorité. Et le PS qui devient la portion. Oui, et puis même la droite qui est etc. complètement balayée. Bon, ça dit... En fait, c'est logique. Si l'État, enfin les électeurs français ont donné une majorité à Macron, c'était normal qu'au niveau de l'Assemblée nationale en France, que ça aille pas. Non seulement c'est normal, et puis ça, je crois qu'il faut qu'on se rende à l'évidence qu'on est dans une période de mutation et qui s'accélère. Oui. Donc, par exemple, en Guyane, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dentiste, donc professionnelle dentiste, magnifique, belle femme, etc., qui travaille avec 4 ou 5 autres confrères. Eh ben, ils ont acheté une imprimante 3D et ils font leur couronne sur place. D'accord. Donc ils n'ont plus besoin d'aller... et ils sont en Guyane, à Cayenne, et ils font ça. Donc ce qui veut dire que partout, dans toutes sortes de métiers, il y a une accélération de la transformation. Quand c'est pas l'ubérisation, c'est... Voilà, il y a des métiers, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure avec la transition énergétique. On est dans une mutation... Je ne veux pas dire violente mais elle s'accélère. Elle est réelle et elle s'accélère. Oui. Donc, il faut adapter la société française et chez nous aussi à ces mutations. On passe à la 4G déjà ici. On passe à la 4G, on parle de la 5, etc. Ça va très vite au niveau de... Exactement. Et donc, c'est en ça qu'il faut... Parce que moi je considère qu'il faut arrêter de dire bon Dieu, il faut avoir peur, etc. Non, il ne faut pas avoir peur de ce qu'il y a devant nous, parce qu'il y a des métiers... On n'arrête pas le progrès. On n'arrête pas le progrès, et puis deux, il y a des métiers qui ne sont pas franchement... voilà, on a occupé des gens pendant longtemps, et aujourd'hui, ça peut être intéressant d'imaginer que chacun a un cerveau, qu'il y a de l'intelligence partout, et qu'il faut la valoriser. Et donc, c'est cette transition qu'il faut faire. Ouais. Et c'est en ça que, notamment les hommes et femmes politiques qui vont sortir là, il faut qu'ils aient cette conscience-là. Et c'est pour ça que quand j'entends si peu parler de ces mutations dans les débats, je me dis mais ils sont, on n'aurait pas dit qu'ils sont pas dans le coup, qu'il y a une société nouvelle à construire, et c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui qui est en train de se faire. Voilà. Je me souviens il y a quelques semaines vous aviez parlé au niveau bancaire. Oui. Comment ça va changer au niveau Exactement. de la banque. Vous avez entendu il y a 2 jours, la Banque Postale a lancé un système de reconnaissance de la signature, confirmation d'un achat sur Internet par la voix. Tout à fait. Attendez, vous vous rendez compte? Et là, parce que je les ai interviewés ce matin, là, ils sont en train de développer d'autres choses pour, par exemple, pour pouvoir signer un contrat de je sais pas, une autorisation de prêt, etc., avec la voix. Ouais. Donc, n'importe où, vous aurez cette capacité. Enfin, vous le savez, Mandy doit le savoir maintenant. La carte bleue, maintenant, on n'a plus besoin de faire les codes. Le code, oui. Voilà, c'est ça. Ben, c'est la reconnaissance par la voix. Bientôt, avec votre portable déjà, vous pouvez faire des virements. Vous faites tout. On passe vous au faites téléphone. Tout. Et c'est en ça, vous savez, pareil, en Guyane, j'étais très heureuse de ça. J'étais devant 19 jeunes du RSMA, devant lequel j'ai fait la présentation de notre offre d'abonnement à 1 euro, c'est-à-dire que sur leur portable, désormais, à partir de la semaine prochaine, ils vont recevoir de l'information économique tous les matins, une alerte. C'est-à-dire l'interentreprise. Voilà, pour ces jeunes du RSMA de Guyane, et de manière à ce qu'ils comprennent. Quand on comprend ce qui se passe autour de soi, on est mieux acteur et on peut mieux agir. Et donc, nous avons signé avec eux. Et ce qui est formidable, c'est qu'ils sont partout en Guyane. Sur le fleuve, à Maïpassoula, et ces jeunes se sont montrés intéressés parce qu'ils ont tous un portable. Ouais. Et ils font déjà plein de choses avec un portable, et donc du coup, d'avoir la capacité de recevoir tous les matins une information pour leur dire attention, il y a telle chose qui se passe dans votre région au niveau énergétique, etc., etc. Du coup, vous vous réappropriez où vous êtes et qui vous êtes. Et je considère que là, vraiment, le RSMA de Guyane a accepté cette expérimentation avec eux, et je suis persuadée, nous sommes très confiants, que c'est comme ça qu'on va ramener de la confiance de chaque personne en soi-même, et puis la confiance de pouvoir bâtir la société qu'on a envie. Tout à fait. Sans transition, la transition énergétique. Absolument. C'est pas mal celle-là. Donc bien sûr, ça c'est la transition. Effectivement. Vous avez, sur le premier semestre, là, les 3
programme pluriannuel de l'énergie de Guyane en premier, de Guadeloupe en deuxième et de Martinique en ce moment ont été signés, ce qui veut dire qu'il y a désormais une vision stratégique développée à 2020-2025 en matière d'énergie. Ce qu'il faut retenir principalement, c'est primauté des énergies renouvelables, notamment de photovoltaïque. Il y a eu, vous avez entendu, relèvement des tarifs pour les installations de moins de 100 kWh. Et puis surtout, il y a ce soutien, cette possibilité d'autoconsommer. C'est-à-dire que désormais, vous pouvez avoir votre système sur votre toit et le consommer directement sans avoir besoin de passer par le réseau EDF ou déverser à EDF uniquement le surplus. Et puis, troisième élément très important, EDF a obligation de prendre en priorité les énergies renouvelables sur son réseau. Ce qui veut dire qu'on booste comme ça le secteur de manière, après avoir été sinistré il y a une dizaine d'années, de retrouver des acteurs qui vont pouvoir accompagner ça. Et puis bon, même, on devrait voir un retour sur investissement sur nos factures. Notamment grâce au développement du compteur électrique numérique, qui doit permettre de mieux cibler la consommation, c'est-à-dire que désormais vous allez payer ce que vous consommez. Réellement. C'est fini le forfait. Voilà. Oui, alors imaginez. Oui. Imaginez. Ça veut dire que l'EDF aura moins d'argent. Écoutez, ça c'était la deuxième, ce qu'on comprend, parce que c'est vrai que EDF c'était quand même un peu l'État dans l'État, c'est-à-dire même par chez nous, on ne comprenait pas bien. Or là, il s'est trouvé, et d'ailleurs c'est pour ça que j'incite beaucoup à lire ce numéro et ce dossier, parce qu'on comprend quelle était la position d'EDF. EDF a fait quoi que le photovoltaïque, ça n'avançait pas ? Parce que EDF, son fer de lance, c'est le nucléaire et qu'il ne s'était pas encore suffisamment transformé par rapport aux énergies renouvelables. Donc, il ne voulait pas perdre ses positions. Donc, pendant les 3-4 dernières années, EDF a fait un peu ses transformations technologiques. Aujourd'hui, est devenu un gestionnaire de réseau, au lieu de devenir simplement un producteur. Et je pense que sa part de production va certes rester, notamment chez nous avec les grosses usines qu'ils ont implantées, mais il s'est adapté de manière à pouvoir avoir des sources diverses. Ce qui veut dire que chez eux aussi, les métiers sont en train de changer. Donc des mutations vraiment importantes. Et puis aussi, mutations dans ce qu'on appelle l'écosystème. Donc de plus en plus de start-up de chez nous se mettent à imaginer avec les objets connectés, de créer des systèmes de pouvoir recharger son véhicule avec une ombrière, etc., etc. Par exemple, il y a une société qui travaille beaucoup avec EDF Guadeloupe qui s'appelle Green Technology et qui est en train de développer un certain nombre de choses comme ça. Et là, c'est vraiment une source de profit qui se profile. Voilà. Maintenant, la seule difficulté, c'est comment répartir cette valeur ajoutée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est laissé aux différents opérateurs de manière à ce que chacun soit solvable. Donc, on est dans une grosse mutation et je considère que c'est l'une des sources, on le voit partout dans le monde, les énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque sont les endroits qui créent le plus d'emplois, sont les secteurs qui créent le plus d'emplois. Maintenant, en France, ça n'a pas été le cas. Pour les raisons que je viens d'expliquer, EDF avait d'autres projets. Maintenant, il y a des textes de loi qui changent ça. Donc, à partir de maintenant jusqu'à 2020, nous sommes dans cette transformation. D'accord. Donc, un sujet, regardez-le dans ce numéro interentreprise que vous retrouvez aussi bien. On l'avait raté l'autre fois. Voilà, il est en kiosque encore jusqu'à fin juin. Mais vraiment, on a eu cette. C'est pour ça que je dis qu'il y a des fois des conjonctions merveilleuses. Nous avons aussi interviewé un représentant de l'ADEME qui s'occupe de tous les productions d'énergie renouvelable dans les territoires insulaires, donc dont chez nous, et qui nous explique par exemple que la stratégie qu'a eu EDF, et puis surtout qu'aujourd'hui, le secteur du photovoltaïque est tellement mature qu'à la limite, il peut se passer de subventions. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un vrai sujet de développement, et si on est bon, ce qu'on peut être, on peut tirer notre épingle du jeu de manière très efficace. Dernier sujet. Dernier petit sujet. Vous vous souvenez... Il reste 1 minute et demie.
Eh ben, on fera rapide, ce sera très très court. Vous vous souvenez qu'il y avait eu la création il y a 5 ans de la diplomatie territoriale. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était des jeunes de chez nous qui partaient représenter leur région, qui à Sainte-Lucie, Trinidad, Miami, enfin un petit peu partout comme ça. Partout dans la Caraïbe. Mais seulement, on n'avait pas prévu comment on allait, payer leur salaire, 2, les loger, 3, les défrayer et 4, faire vivre, parce qu'ils sont dans les ambassades, comment allaient être les relations avec eux. Donc pendant les 5 ans, ça a été assez compliqué. Il ne faut pas faire semblant. Nos jeunes ont essuyé des plâtres et ils ont quand même fait le job, on peut les saluer, mais ça a été compliqué. Et donc enfin, il y a un texte de loi qui vient d'être pris pour pouvoir sécuriser tout ça, c'est-à-dire comment sera payé leur salaire, quelle sorte de défraiement pour se loger, pour se déplacer, pour voyager, pour se nourrir, et quelles sont les relations avec les ambassadeurs, parce que c'est vrai qu'ils étaient logés là, est-ce que la collectivité payait une location à l'ambassade, et du coup, est-ce que chaque fois que la photocopieuse était utilisée, vous voyez, tout ce genre de petites choses qui peuvent paraître rien, mais quand c'est pas géré, c'est prise de tête. Alors désormais, tout ça, il y a un texte, donc nos jeunes peuvent partir nous représenter de manière plus confiante. Et être payés normalement. Pardon ? Et être payés normalement. Et être payés normalement, oui, sans attendre 3 mois et devoir... Oui, parce que j'ai connu une qui avait ce problème, effectivement. Voilà, non, mais c'est pour ça que nos hommes politiques, quand ils sont visionnaires, parce qu'il faut leur reconnaître des fois cette qualité, eh ben, il faut penser à la logistique jusqu'au bout. Parce que là, il y a des cas où c'était assez problématique. Ne pas pouvoir se loger ou mettre des jeunes qui sont confiants, qui partent sur une mission originale et qui se retrouvent dans des situations de précarité, c'est pas très bon. Voilà. Juste un petit mot quand même sur le journal. Il y a un vrai dossier sur la banque en ligne. Il faut oui. Il faut le lire, hein, c'est intéressant. Et nous continuons parce que nous avons dans ce numéro-là eu 4 banques, Boursorama, la Bred, Crédit Mutuel et puis la CEPAC, voilà, la Caisse d'épargne, et qui nous expliquent leur stratégie en matière de banque en ligne. Donc en gros, tout le monde cherche sa pierre philosophale, hein. Tout le monde cherche, c'est pas stabilisé, mais enfin... il faut comprendre que là aussi, de plus en plus, ils vont faire de manière à ce que nous allions moins dans les agences, que nous passions plus par nous-mêmes pour faire toutes sortes de choses, et que les conseillers, qui forcément à un moment vont se retrouver en un nombre plus restreint, seront des experts sur des points déterminés et qu'on ira voir pour des points précis. Par exemple, la Bred d'ailleurs nous a expliqué qu'ils sont en train de développer un système d'intelligence artificielle sur leur système de relations clients, que quand vous, par exemple, envoyez un mail à votre chargé de compte préféré, vu que maintenant il y a beaucoup de choses qui se passent par mail, enfin les premiers contacts sont souvent par mail, et bien de ce premier contact, le robot va pouvoir vous faire une première proposition par rapport à ce que vous aurez dit dans votre mail. D'accord. Ouais. C'est impressionnant. Non, mais, c'est impressionnant, mais en tout cas, c'est demain. Oui. Et comme nos jeunes ont déjà tous ces outils en main, eh bien, il faut leur expliquer et puis leur dire que c'est par là qu'il faut aller, et tout en étant eux-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'est pas question que de prendre, voilà. Il est question de comprendre et puis de rendre, en lire, polémiser. Merci l'Amazone Caraïbe de toutes ces informations importantes d'ailleurs sur ces mutations qui ont lieu au quotidien déjà. Absolument. Et qui nous touchent particulièrement. Voilà. Amazone Caraïbe avec Francette Rosamond d'Interentreprise.